Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour écouter notre webinaire sur l'adoption du projet de loi 96, la langue officielle et commune du Québec, le français. Je me présente, je suis Dominique Babin, associée en droit commercial chez BCF. Aujourd'hui, mes collègues et moi-même discuterons des principaux impacts du projet de loi 96 sur les entreprises opérant au Québec. Notre objectif est simple. On veut aujourd'hui vous donner une vision globale à 360 degrés des répercussions de cette loi sur vos opérations et votre quotidien. Pour la prochaine heure, nous présenterons donc à tour de rôle les volets litiges, relations de travail, marques de commerce et affaires commerciales du nouveau projet de loi. En tout temps, vous pouvez poser vos questions dans la boîte prévue à cet effet. Nous consacrerons 30 minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Annie-Claude Trudeau, associée en litige, qui nous expliquera brièvement le contexte du projet de loi 96 et nous parlera de ses impacts sur les procédures judiciaires. Merci Dominique. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme mentionné par ma collègue, je vais débuter avec une rapide mise en contexte de la loi pour être en mesure de bien saisir son essence. Donc, le nom de la loi qui est quand même important parce qu'il nous donne une notion là, que le français est vraiment la seule langue officielle du Québec, comme le mentionne son préambule. La loi sur la langue officielle et commune du Québec, virgule, le français. Elle a été adoptée le 24 mai 2022 et elle a reçu la sanction royale, ce qui est le processus par lequel un projet de loi devient officiellement une loi, le 1er juin dernier. La loi est une réforme majeure de la Charte de la langue française qui a été adoptée en 1977, qui est également communément appelée la loi 101. Ça vise à renforcer le caractère français du Québec d'une façon globale. La loi actuelle crée le ministère de la langue française qui est officiel depuis le 1er juin 2022. L'objectif du ministère est de s'assurer, et je cite le communiqué, que la pérennité du français demeure une priorité d'action permanente et invariable pour le Québec et tous les gouvernements qui se succéderont. Monsieur Simon Jolin Barrette est dorénavant le ministre de la langue française. Comme nous allons vous l'expliquer aujourd'hui, la loi 96 touche le milieu commercial et immobilier, le milieu de l'emploi, le milieu des assurances, le milieu de l'immigration, de la santé, de l'éducation, ainsi que les relations entre l'État et les personnes. Elle touche également le volet litige et les procédures que je vais aborder dans quelques instants. La loi vient modifier d'autres régimes statutaires tels que l'Acte constitutionnel de 1867, la Charte canadienne des droits et libertés, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la loi sur la protection du consommateur. La loi revoit également à la hausse plusieurs des sanctions pénales applicables. Donc, pour débuter avec les changements en matière sur les aspects procéduraux qui touchent principalement le litige, il y a essentiellement des modifications à la Charte de la langue française et au Code de procédure civile. Donc, à compter du 1er septembre 2022, tous les actes de procédure d'une personne morale, il y a une distinction avec une personne physique, évidemment, toute compagnie, qui sera rédigée en anglais, devra être accompagnée d'une traduction française certifiée par un traducteur agréé. Les frais de traduction seront assumés par la personne morale. Ce qui signifie qu'un acte de procédure devra être traduit. Les pièces au soutien des actes de procédure n'auront pas nécessairement à être traduites selon notre compréhension et notre lecture des débats législatifs. Ça visera toutes les procédures qui seront déposées à partir du 1er septembre 2022. Pratiquement, nous allons recommander aux clients de faire les procédures en français et de faire une traduction interne maison en anglais pour limiter les coûts.
Mais ceci dit, nous avons quand même des services de traducteurs officiels chez BCF qui nous permettront d'effectuer ces traductions au besoin si les clients le requièrent. Sur un autre volet, une version française devra être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu'il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public. Également, toute personne pourra demander qu'un jugement rendu en anglais soit traduit en français. Lorsqu'un jugement est rendu en français, la traduction anglaise sera à la demande d'une des parties. Ces exigences par rapport à la traduction des jugements entrera en vigueur le 1er juin 2024. Avant ces récentes modifications, la traduction était à la demande d'une partie au dossier. Maintenant, toute personne pourra demander la traduction de l'anglais vers le français, pas uniquement les parties au dossier. La traduction est aux frais de l'administration. Par contre, si le jugement est rendu en français, notre compréhension est que la demande d'une traduction anglaise sera limitée aux parties. Par conséquent, nous comprenons qu'une personne qui n'est pas partie devra payer les frais de traduction d'un jugement du français à l'anglais, donc faire sa traduction par elle-même. Un autre volet, une personne morale qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère devra joindre une traduction française certifiée des documents requis qui sont rédigés dans une autre langue que le français. Cette exigence est entrée en vigueur. À noter ici qu'on parle des personnes morales, ça ne vise pas encore les personnes physiques. Avant, l'exigence de la traduction visait uniquement les documents qui n'étaient pas en anglais ou en français. Donc, maintenant, si nous souhaitons faire reconnaître, par exemple, une décision américaine qui est rédigée en anglais, évidemment, nous allons devoir obtenir une traduction certifiée en français des documents au soutien de cette demande. Un avant-dernier point par rapport aux aspects procéduraux est qu'une personne morale qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale qui est rendue à l'extérieur du Québec devra joindre une traduction française certifiée des documents qui sont requis et qui sont rédigés dans une autre langue que le français. Cette exigence-là, également, elle est entrée en vigueur. Encore ici, il s'agit d'une exigence qui vise uniquement les personnes morales et non les personnes physiques. Et une traduction française faite par un traducteur agréé doit être jointe à toute sentence arbitrale rendue en anglais, donc qui est faite au Québec. Cette exigence, par contre, rentre en vigueur le 1er juin 2024. Donc, si vous avez une décision arbitrale, en ce moment, il n'est pas nécessaire de la faire traduire avant le 1er juin 2024. Il y a énormément de questions par rapport aux clauses dérogatoires. Il y a également une action qui a été déposée à la Cour du English Montreal School Board par rapport à la validité constitutionnelle des dispositions qui exigent la traduction en français. Juste pour revenir un petit peu en arrière par rapport à la dérogation qu'on appelle communément la clause dérogatoire ou la clause non-obstant, il s'agit d'une clause par laquelle il est déclaré que la loi ou ses dispositions ont un effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Une dérogation est légale. Il y a plusieurs décisions, même récentes, qui l'ont confirmé, mais ne peut pas habituellement porter sur les droits constitutionnels que confère l'article 133 de la loi constitutionnelle. Et là, je suis très technique, mais l'article 133, en quelques mots, confère le droit d'utiliser autant le français que l'anglais dans toute plaidoirie ou procédure devant les tribunaux. Le barreau du Québec a, dans son mémoire, soulevé la question qui existe un risque élevé de contestation judiciaire malgré la présence de la clause dérogatoire dans le projet de loi. Comme je l'ai mentionné, il y a actuellement un recours qui a été déposé par le English Montreal School Board qui porte notamment sur cette question. Donc, on va voir dans quelques mois les résultats de cette demande en jugement déclaratoire qui fera traiter la question de la constitutionnalité de ces aspects des aspects qui traitent de la loi et de la procédure. Merci. Je passe maintenant la parole à Marc-André Groux,
qui traitera des aspects plus en matière de droit de l'emploi. Exactement. Donc, merci beaucoup, Annie-Claude. Donc, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de m'entretenir, de nous entretenir avec vous ce matin. Donc, comme Annie-Claude le mentionnait, je vais faire un tour quand même assez large là, des dispositions qui concernent le droit du travail, le droit de l'emploi. Donc, il y a déjà des dispositions quand même assez précises, puis assez qui impose quand même plusieurs obligations à l'employeur dans la charte qui existait avant l'adoption du projet de loi 96, mais on vient en rajouter une couche de plus. Donc, en ce qui concerne les communications écrites avec le personnel, toutes les communications écrites doivent être en français. Donc, celles qui s'adressent à l'ensemble du personnel doivent être rédigées exclusivement en français. Les personnes, donc les employés, qui demandent, par exemple, à ce qu'on communique avec eux dans une autre langue que le français, eh bien, peuvent faire cette demande-là à l'employeur. Donc, il y a toujours cette possibilité-là pour les employeurs au Québec là, de parler en anglais ou dans une autre langue que le français avec les employés là, qui font cette demande spécifiquement. Vous avez également l'obligation comme employeur de publier des offres d'emploi, des offres de promotion et des offres de mutation en français exclusivement. Ça, on vient préciser cela dans le nouveau projet de loi. Et donc, on ne peut pas là, faire d'offres d'emploi publiques, là, par exemple, dans une autre langue que le français. Les contrats d'emploi doivent maintenant, doivent être en français. Si jamais vous désirez rédiger un contrat d'emploi dans une autre langue que le français, il faut que le salarié, en fait que l'employé, là, puisse avoir vu la version française du contrat avant de pouvoir donner son consentement à ce qu'il soit rédigé dans une autre langue que le français. Donc, ça, c'est une particularité. On voit dans d'autres juridictions que le Québec, là, cette obligation-là, notamment en Europe, dans certains États européens. Donc, ce qu'on recommande à ce moment-là aux clients, c'est de rédiger toujours, c'est la volonté de rédiger un contrat dans une autre langue que le français, de rédiger toujours un contrat en français et le contrat dans l'autre langue. Comme ça, on s'assure de respecter les paramètres de la loi. En ce qui concerne les formulaires de demande d'emploi, les documents qui concernent d'autres conditions de travail, ces documents-là doivent également être en français. Toutefois, ils peuvent être disponibles dans une autre langue que le français. Donc, par exemple, vous avez une politique en matière d'harcèlement psychologique qui a été développée dans l'entreprise, eh bien, celle-ci doit être en français, mais vous avez la possibilité quand même d'en avoir une version qui est traduite dans une autre langue que le français. En ce qui concerne les conventions collectives, les conventions collectives doivent être en français. Vous avez la très, très grande majorité, il faut dire, des conventions collectives au Québec sont déjà rédigées en français, mais dans l'éventualité où vous aviez une convention collective qui était en anglais, par exemple, vous allez avoir 1 an pour en assurer la traduction, donc à compter du 1er juin 2023. Et je reviens un petit peu en arrière, c'est la même chose pour les contrats d'emploi. Donc, à compter du 1er juin 2023, les employés vont pouvoir demander la traduction de leur contrat d'emploi qui est, par exemple, en anglais en ce moment, vont pouvoir en demander la traduction en français. Et c'est quand même important, ces exigences-là de communication écrite, parce que, en ce qui concerne, par exemple, les contrats d'emploi, si vous ne respectez pas les modalités qui sont prévues par la loi, le contrat peut être annulé ou les obligations qui y sont contenues peuvent être réduites à la demande de l'employé. Donc, il faut vraiment porter attention à ces dispositions-là parce qu'elles peuvent, au final, venir, par exemple, complètement annuler les effets. Je donne comme exemple d'une clause de non-concurrence ou d'une clause de non-sollicitation et ça peut avoir des impacts quand même majeurs pour l'entreprise. Le projet de loi 96 apporte également d'autres obligations en matière de connaissance d'une autre langue que le français. Donc, les employeurs vont devoir maintenant démontrer, lorsqu'ils souhaitent qu'un employé ait une connaissance d'une langue autre que le français, l'employeur devra respecter 3 conditions spécifiques. Donc, l'employeur devra évaluer les besoins linguistiques réels qui sont associés aux tâches en question pour le poste. Deuxièmement, l'employeur devra vérifier si les connaissances linguistiques des autres employés sont insuffisantes. Et dans un troisième temps, l'employeur devra limiter le nombre de postes auxquels se rattachent les tâches qui nécessitent
la connaissance d'une autre langue que le français. Alors, ce fardeau-là, il appartient à l'employeur et l'employeur devra également indiquer les motifs qui justifient la création d'un poste qui nécessite la connaissance d'une autre langue que le français. Et ça, c'est, de mon point de vue, un sujet qui risque de créer quand même plusieurs litiges dans les entreprises qui, par exemple, ont des activités vers l'extérieur du Québec. Donc, c'est quand même un fardeau qui est imposé aux employeurs et cela leur revient essentiellement. Donc, un recours, par ailleurs, est institué, en fait, une personne là, qui s'estimerait lésée peut adresser une plainte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui est la CNESST, dans les 45 jours de la connaissance de cette contravention-là à la loi. Donc, alors, c'est quand même pour nous là, un sujet qui risque de créer quand même du litige et qui, va imposer, comme je vous le disais, des obligations aux employeurs. Également, en termes de recours, on crée dans le projet de loi 96, en fait, dans la loi, un recours qui vise spécifiquement à empêcher tout harcèlement, toute représailles que pourrait mettre en place, par exemple, un employeur ou des collègues de travail si une personne, par exemple, souhaite utiliser le français au travail exclusivement. Donc, il y a un recours spécifique qui ressemble énormément au recours en harcèlement psychologique qui est prévu à la loi sur les normes du travail. Et la personne qui se plaint d'une situation de harcèlement aura un délai de 2 ans à compter de la connaissance des faits pour introduire une plainte auprès de la Commission des normes du travail. Donc, c'est un autre recours particulier qu'on vient ajouter dans cette architecture qui existait déjà là, avec l'ancien projet, en fait, avec l'ancienne version de la charte. Également, une autre disposition qui est très importante, c'est qu'on vient ajouter, on vient ajouter aux entreprises qui vont être couvertes par les obligations en matière de francisation dans les entreprises. Donc, présentement, en fait, pas présentement, parce que ce volet-là est maintenant en vigueur depuis le 1er juin. En fait, pardonnez-moi, c'était pour les autres éléments. En fait, pour ce que je vais vous parler, l'obligation entre en vigueur le 2 juin 2025. Donc, pour les entreprises de 25 à 49 employés, ces entreprises-là vont être soumises aux obligations de francisation en matière dans l'entreprise, donc vont être soumises à l'obligation de soumettre une évaluation linguistique, une évaluation de l'état de la situation linguistique dans l'entreprise. Et par ailleurs, suite à cette évaluation-là, l'Office québécois de la langue française pourrait obliger la création d'un comité de francisation dans l'entreprise, chose qui n'existait pas auparavant là, pour les entreprises comptant moins de 100 employés. Donc, on vient vraiment ajouter aux formalités que les entreprises de 25 employés et plus devront respecter. Bon, maintenant, autre élément qui risque de créer du contentieux, c'est l'exigence, en fait, la volonté du gouvernement de soumettre les entreprises de compétences fédérales aux obligations qui sont prévues dans la Charte de la langue française. Donc, évidemment, c'est un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre en matière constitutionnelle. Est-ce que la province peut empiéter ou, disons, venir ajouter aux exigences qui sont édictées par le Parlement du Canada? On voit qu'il y a une volonté du gouvernement du Québec actuellement de les assujettir. Cela fera certainement l'objet de contestations devant les tribunaux et on va suivre ces développements-là avec intérêt. Et sur ce, je vais céder la parole à mon associé Pascal Lauzon qui va vous entretenir sur les questions de marque de commerce. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais Marc-André et moi, on s'est habillés en bleu pour l'occasion. Avant de commencer, j'écoutais Marc-André, puis il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce qui arrive, Marc-André, si le syndicat et le patronat ne s'entendent pas sur la traduction de la convention collective? Il y aura du litige. Sûr et certain, il y aura un contentieux, mais pour préciser, sur cet aspect-là, c'est quand même rare en pratique qu'on voit des conventions collectives en anglais, par exemple. Donc, c'est une excellente question, Pascal, mais je n'anticipe pas ce genre de problème pour nos clients. D'ailleurs, on va avoir plusieurs questions en droit du travail, puis on va y répondre à la fin. Non, c'est bon. Donc, je voulais juste illustrer un peu là, justement les complications ou les interrogations que suscite la loi. Et puis, en matière de marque de commerce, les modifications ne sont pas nombreuses, mais je les qualifie quand même de majeures.
Donc, lorsqu'on se préparait pour faire notre webinaire, aujourd'hui, on nous a bien avertis de ne pas être alarmiste et de ne pas faire peur au monde. Donc, je vais céder la parole à Dominique. Non, en fait, vous allez voir quand je vais vous exposer les modifications, quelles sortes de problèmes ça suscite. Et puis, d'autant plus qu'il y a énormément d'ambiguïté à ce stade-ci sur les effets de la loi, sur l'affichage et l'utilisation de marques de commerce sur des produits. D'autant plus que le règlement qui encadre ça, il risque d'évoluer d'ici 3 ans. Donc, au moins pour l'instant, ce qu'il faut savoir, on peut se rassurer qu'on a jusqu'au 1er juin 2025 pour s'adapter, mais encore, comme vous allez voir, s'adapter à quoi, on ne le sait pas encore. Donc, maintenant que je vous ai bien alarmé, de quoi on parle? Bon. Dans le régime actuel, la Charte de la langue française impose généralement l'utilisation du français sur un produit et dans l'affichage commercial. Bon, le règlement qu'on appelle le règlement sur la langue du commerce et des affaires prévoit certaines exceptions, dont celle qui nous intéresse particulièrement, qui est une inscription, et je cite, dans une langue autre que le français, s'il s'agit, et je cite encore, d'une marque de commerce reconnue au sens de la loi sur les marques de commerce, sauf si une version française a été déposée. Donc déjà en partant, on a une exception pour des marques de commerce qui sont dans une langue autre que le français, sauf si une version française a été déposée. Donc souvent, les clients viennent nous voir avec deux marques, une pour le Québec, une pour le reste du Canada, puis on dit, on va déposer juste celle en anglais, parce que si jamais au Québec, vous voulez utiliser celle en anglais seulement, on va laisser faire l'enregistrement de la version française. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse parce que ça n'a pas changé. Mais avant d'aborder les changements, je pense que c'est important d'aborder la question dans une langue autre que le français. Bon, dans une question de contrat, on le voit très bien, ça prend juste un coup d'œil pour voir le contrat, est-ce qu'il est en français ou en anglais ou dans une autre langue. Mais pour une marque de commerce, ce n'est pas toujours évident. Il y a des mots qui ne sont pas des mots. Il y a des mots qui peuvent être un mot dans plusieurs langues, des mots fantaisistes. En tout cas, on va voir quelques exemples, puis vous allez comprendre. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qu'on veut dire dans une langue autre que le français. Je pense que c'est important parce que si vous avez des décisions stratégiques à prendre au niveau de l'adoption d'une nouvelle marque de commerce, tout ce que je vais exposer, ça va vous permettre de trouver quelque chose qui pourrait tomber dans l'exception plutôt qu'une variation qui pourrait causer problème. Donc, bon, il y en a des faciles. Si la marque est en français, je vous donne un exemple, le Cirque du Soleil, aucun problème, c'est en français, l'exception, l'exception s'applique, je veux dire, l'interdiction ne s'applique pas. Bon, voilà. Là, ensuite, on a un autre choix, c'est des mots qui sont des mots en français, mais qui sont aussi des mots dans d'autres langues, comme par exemple célébration, force. On peut trouver des tonnes d'exemples. Donc, moi, je ne vois aucun problème pour qu'on utilise une marque de commerce qui pourrait être un mot dans plusieurs langues. Ça pourrait être même une bonne stratégie. Ensuite, on a des marques qui sont officiellement des mots en français, mais qui ne l'ont pas toujours été, qui sont des mots qui ont été adoptés d'une autre langue. J'ai déjà eu un dossier pour la chaîne de restaurants Scores. Fait qu'on me posait la question, est-ce qu'il fallait mettre une présence suffisante du français sur les affiches devant les restaurants? Puis, mais bien qu'on prononce ça Scores généralement, je suis allé voir dans le dictionnaire, puis le verbe scorer existe en français. Tu scores, prends un S. Un score, des scores, c'est un mot en français, donc on devrait être correct. Je pense aussi à Hamster, la chaîne de magasins de choses de bureau, là, Hamster, mais un hamster, c'est un mot en français. Donc, ça devrait être correct, mais je mets quand même ça dans la catégorie alarme légère parce qu'on ne sait jamais de quelles ailes pourrait s'investir un fonctionnaire chargé là, d'évaluer notre affichage ou notre marque de commerce. Là, ensuite, il y a des marques purement fantaisistes qui ne sont pas des mots dans aucune langue. Je pense par exemple à Kodak, Google. Normalement, a priori, il n'y a aucun problème. Ce ne sont pas des mots dans une langue autre que le français. Mais des fois, on peut avoir des surprises. J'ai déjà eu un dossier où la marque est en apparence pas un mot en français ou en anglais, mais il s'avérait que c'est un mot en gaélique irlandais. Donc là, on se pose la question. Bon, est-ce que techniquement, c'est un mot dans une langue autre que le français? J'ai eu un autre dossier où la marque était étrangement et par pure coïncidence, un mot en ancien babylonien.
si on applique la loi à la lettre, c'est un mot dans une langue autre que le français. Mais si on pense à l'esprit de la loi, on l'a dit tantôt, assurer la pérennité du français, je ne pense pas qu'une marque en ancien babylonien ou en ancien grec ou en latin ou dans une langue obscure parlée par une tribu dans le fin fond de l'Afrique risque de mettre en jeu la pérennité du français. Donc, il y a peut-être des arguments qu'on pourrait développer. Peut-être qu'il va y avoir un certain zone grise permise pour des mots qui sont a priori pas dans l'esprit des gens, des mots dans une langue autre que le français. C'est à suivre. On a des marques qui peuvent être des acronymes. Là, on pense par exemple à IBM. IBM, à première vue, ça ne veut rien dire, mais c'est un acronyme pour International Business Machine. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est l'origine. Par contre, ça ne veut rien dire. Donc, probablement que ça serait correct, ça pourrait bénéficier de l'exception. Par contre, si on a des acronymes qui ont un sens comme ASAP, pour As Soon as Possible, probablement qu'on tomberait dans on qualifierait ça dans une langue autre que le français. Finalement, il y a toutes les marques, évidemment, qui sont clairement pas dans une langue autre que le français, comme Apple, Canadian Tire, Burger King, etc. Donc, a priori, ces marques-là, pour être sont des marques de commerce. Donc, présentement, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le règlement prévoit que l'exception s'applique à une marque de commerce reconnue au sens de la loi sur les marques de commerce. Et puis, la définition, je vais vous la lire. Une marque de commerce est un signe ou une combinaison de signes, ce qui inclut des mots, qui est employé par une personne ou que celle-ci projette employer pour distinguer ou de façon à distinguer ses produits ou services de ceux d'autres personnes. Donc il y a un volet intention. C'est j'emploie ce mot-là pour distinguer mes produits et mes services de quelqu'un d'autre. Donc, l'Office québécois de la langue française a déjà pris la position que pour être reconnu au sens de la loi, il fallait que la marque soit enregistrée. Des fois, on avait à s'occuper de plaintes pour des clients, puis on recommandait aux clients, on va déposer une demande d'enregistrement. On envoyait à l'Office de la langue française, voici, on a déposé une demande d'enregistrement, puis il disait, OK, c'est correct. Puis par contre, quand le débat s'est rendu devant les tribunaux, de façon générale et presque unanime, les tribunaux ont reconnu qu'une marque de commerce reconnue au sens de la loi pouvait être une marque non enregistrée. Il y a des tonnes de jurisprudence en marque de commerce qui donnent effet à des marques qui ne sont pas enregistrées. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Et maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que seules les marques enregistrées pourront désormais, ou je dis désormais, je dis dans 3 ans, bénéficier de l'exception dans l'affichage puis sur les produits. Mais ça suscite quand même des problèmes ou à tout le moins des interrogations pour ceux qui ont déjà des enregistrements de marques qui couvrent pas mal tout ce que font leur entreprise. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes, sauf sur l'affichage, on va revenir tantôt. Mais obtenir un enregistrement au Canada pour une marque de commerce, ça prend présentement au moins 2 à 3 ans. Ça, c'est quand tout va bien. Et puis ensuite, le processus peut s'étirer sur 5-6 ans, des fois plus, s'il y a des oppositions, des appels, ça pourrait aller à la Cour suprême, ça pourrait être un processus qui pourrait théoriquement prendre 15 ans pour obtenir son enregistrement de marque. Donc, en partant, on voit que si, en tout cas, je vais adresser les problèmes par la suite, plus spécifiquement donner des exemples. Ensuite, il y a un autre problème, c'est obtenir un enregistrement, ce n'est pas garanti. C'est pas comme commander une pizza. Là. Je veux dire, il y a des exigences légales à rencontrer, puis pour toutes sortes de raisons, l'enregistrement pourrait être rejeté. Donc, c'est un pensez-y bien. Et ensuite aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, un enregistrement de marque ne vise pas tout ce qui se trouve sous le soleil. Ça vise une liste de produits et services bien spécifiques. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai une société qui vend des crayons à mine, puis j'ai un enregistrement pour une marque, disons, en anglais, ou ça peut être en allemand, en japonais, ou peu importe, ça va bien. Je veux dire, je peux marquer la marque, je peux inscrire la marque sur mon produit, mais si demain, je décide, je vais vendre des stylos puis des gommes à effacer, mais mon enregistrement ne couvre pas ces produits-là, est-ce qu'on va avoir des problèmes? C'est à suivre. Même chose si par exemple, j'ai une compagnie de plomberie, puis ma marque est enregistrée, puis ça s'appelle Super Plumber ou peu importe, et puis je décide d'élargir ma gamme de services pour offrir des services de réparation, de ventilation, puis d'air climatisé. Est-ce que l'exception va me couvrir? Je ne le sais pas. Je peux pas. Je suscite des questions,
mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Donc, on voit, pour une entreprise qui est au Québec ou pour quelqu'un qui entreprend au Québec, se partir en entreprise, peut penser à ça et puis s'ajuster en démarrant, avant de démarrer son entreprise, soit en adoptant une marque ou soit en se prenant longtemps d'avance pour produire une demande d'enregistrement. Par contre, pour une société étrangère, même une société canadienne en Ontario, dont le Québec n'est pas nécessairement en haut de sa liste de priorités en termes de marché, n'aura peut-être pas le réflexe de voir ce que dit la Charte de la langue française sur sa marque de commerce. Donc, on va clairement avoir des problèmes avec des sociétés qui n'ont pas nécessairement enregistré leur marque au Canada, ou encore une fois, ça prend du temps à obtenir, qui vont se buter à la question lorsqu'ils vont arriver sur le marché canadien, puis ils vont se poser la question, est-ce qu'on va, oui ou non, faire une ligne de produits différente pour le Québec uniquement, ou est-ce qu'on va tout simplement boycotter le Québec? Et puis, je peux vous dire d'expérience, j'ai occasionnellement des dossiers en matière de concours publicitaires où le Québec est la seule province qui a un régime particulier, puis et qui a des exigences quand même qu'il faut mettre en place pour pouvoir opérer un concours publicitaire au Québec. Puis il arrive quand même souvent que des compagnies disent non, on oublie le Québec, donc on voit on achète un produit, puis c'est écrit pour les résidents du Canada, sauf Québec. Donc, est-ce qu'on va voir un peu ça pour des expansions au Canada? Ou je pense aussi également, mais prenons par exemple un commerce à Ottawa qui a peut-être 2 ou 3 magasins, qui veut s'ouvrir un magasin de l'autre côté de la rivière Gatineau. Si sa marque n'est pas enregistrée, est-ce qu'il devra adopter une nouvelle marque ou il va tout simplement laisser le projet d'expansion? C'est à suivre. Bon, donc parlons maintenant de l'affichage. Puis là, quand je parle d'affichage, je parle principalement des devantures de magasins ou ce qu'on peut voir à partir du trottoir à travers la vitrine d'un magasin. Pour l'instant, bon, la même exception s'applique une marque reconnue au sens de la loi. Bien, le règlement précise que si on emploie une marque qui est dans une langue autre que le français, il faut assurer une présence suffisante. Et les mots sont importants, présence suffisante. Et puis, le règlement définit en gros qu'est-ce que ça veut dire, des pourcentages. C'est pas très compliqué à comprendre. Puis c'est pour ça qu'on a vu depuis quelques années, parce que c'est relativement nouveau comme exigence, on voit Toys R Us jouets, on voit on voit Second Cup, Café et compagnie. Donc, en rajoutant un petit générique en français, c'est suffisant pour respecter les obligations réglementaires et bénéficier de l'exception. Par contre, maintenant, la Charte prévoit que la présence du français doit être nettement prédominante. Ça, ce n'est pas défini nulle part encore, mais juste en comprenant les mots, on comprend que, en tout cas, moi, j'en comprends que ça veut dire que la présence du français doit être plus importante que celle que prend la marque. Là, je m'imagine un magasin Canadian Tire, par exemple, dont le mot Canadian Tire fait à peu près la grosseur du magasin. Qu'est-ce qui va arriver? On va suivre. Est-ce qu'il va y avoir des exceptions? Ben, c'est ça. Donc je reviens au règlement. Présentement, le règlement prévoit des exceptions, toutes sortes d'exceptions. Là, la question qui se pose, c'est le règlement d'ici 3 ans, est-ce qu'il va être amendé? Est-ce qu'il va pouvoir plus d'exceptions? Moins d'exceptions? Est-ce qu'il va y avoir des périodes tampons? Est-ce qu'il va... C'est vraiment ça qui m'empêche de dormir la nuit. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui. Donc, une autre modification, peut-être moins importante que les 2 autres que je viens d'aborder, c'est, je vais aller la lire exactement, ça concerne les marques qui sont dans plus d'une langue. Parce que ça arrive qu'une marque peut être en français, en anglais, ou des fois, tu peux avoir un logo avec peut-être un logo avec des mots latins, ou peu importe. Là, on peut s'imaginer toutes sortes de marques qui ont toutes sortes de composantes. Et puis là, désormais, en fait, ce qu'on prévoit dans la loi, c'est... Donc, comme je disais tantôt, une marque de commerce qui figure sur un produit peut être rédigée même en partie uniquement dans une autre langue que le français, lorsqu'aucune version correspondante au français ne se trouve au registre selon tenu par la loi. C'est ce qu'on vient d'aborder. Mais après ça, on prévoit en plus, si la marque enregistrée contient des termes génériques ou descriptifs, ceux-ci devront être traduits en français.
Et puis, la raison d'être de cette exception à l'exception, c'est parce que ce qu'on a vu dans la pratique, ce qui arrivait des fois, des sociétés déposaient comme marque de commerce l'étiquette au complet. Puis là, après ça, l'étiquette au complet qui était dans une langue autre que le français. Puis là, on pouvait dire à l'Office de la langue française, ben non, regardez, c'est une marque de commerce, c'est l'étiquette au complet, puis ça dit vino, tinto, et puis etc. Là, désormais, donc, on cherche à empêcher de contourner la loi de cette façon-là. Par contre, moi, où je vois des problèmes, puis je ne suis pas certain où ça a été discuté, des fois, on a une marque de commerce très distinctive, avec un mot générique en dessous. On peut penser peut-être clothing ou footwear. Donc, est-ce qu'il va falloir, pour un seul mot, si on applique la loi, il va falloir changer, écrire vêtements, chaussures dans la marque. Mais quand les vêtements sont fabriqués dans un autre pays, sont brodés, est-ce qu'on va faire une ligne de montage ou une ligne de couture différente pour le Québec? C'est des questions que des compagnies devront se poser, ou est-ce qu'il va y avoir une exception pour ça, comme il y en existe déjà pour, par exemple, les pneus? C'est une exception qui existe présentement. Les pneus ou tout ce qui est incrusté. C'est pour ça qu'on voit, mettons, sur les interrupteurs de lumière on-off, c'est parce que c'est en relief. Sur les voitures aussi. Tout est en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a des exceptions pour ça, mais jusqu'où iront les nouvelles exceptions, on ne le sait pas encore. Est-ce que j'ai encore du temps? Bon. Donc, j'ai un autre point un petit peu plus mineur encore, mais qui est d'intérêt puisque vous êtes là pour ça. Dernier petit point, c'est... oui, très intéressant. Présentement, l'exception pour l'utilisation d'une marque qui est dans une langue autre que le français sur un produit est prévu dans le règlement, qui prévoit aussi que le mot produit inclut le mot emballage. Donc sur le produit ou son emballage. Donc, je reviens à mon exemple de crayon. J'ai mes crayons, j'ai ma marque en anglais dessus qui est enregistrée, ou pas nécessairement, parce que présentement, on n'a pas besoin, et la boîte de 12 crayons avec la même marque en anglais. Mais présentement, l'exception est prévue dans la charte qui ne définit pas un produit comme incluant son emballage. Donc, si on n'a pas pensé à couvrir cette exception-là, est-ce qu'on devra utiliser une marque différente sur l'emballage que sur le produit? À suivre. Donc, sur ce, je passe la parole à Dominique. Merci beaucoup, Pascal. Donc, moi, je pratique en droit commercial. Je conseille des entreprises surtout dans leurs négociations contractuelles. Pour préparer la présentation aujourd'hui, j'avais un peu de mal à voir qu'est-ce qui était vraiment essentiel pour la rédaction du contrat parce que tous les éléments dont mes collègues ont parlé sont pertinents dans le cadre de la négociation d'un contrat. Donc, quand on négocie un contrat, il faut choisir la bonne loi qui va s'appliquer au contrat. D'où l'importance de bien comprendre les exigences procédurales de la nouvelle loi. Il y a toujours des aspects de droit du travail, d'exécution du travail. Est-ce que les exigences en matière de droit de l'emploi vont avoir un impact sur les délais d'exécution d'un contrat? Puis évidemment, l'affichage, est-ce que les produits vont devoir être adaptés? Donc, ce sont tous des éléments qui sont vraiment importants à comprendre quand on négocie un contrat, soit avec ses clients ou avec ses fournisseurs. Donc, je vous le souligne, mais pour les fins de la présentation, pour m'arrêter vraiment aux dispositions de la loi qui peuvent être directement liées à la rédaction des contrats. Donc, j'ai regardé les dispositions qui vraiment avaient un impact sur les relations entre un client et son fournisseur ou bien un client avec une entreprise et son fournisseur ou une entreprise et ses clients. J'ai pris 2 scénarios. Donc, si votre client est l'administration, il y a certaines exigences qui s'appliquent à vous, puis les modifications de la loi ont un impact sur vos contrats, puis la négociation, le processus de négociation de vos contrats. Évidemment, pour toutes les entreprises, il va y avoir des impacts importants de la loi sur la rédaction des contrats, aussi le processus de négociation. Ça va peut-être moins avoir un impact sur des entreprises qui sont au Québec qui signent des contrats avec des compagnies québécoises, mais ça va probablement avoir un impact important pour surtout des filiales
canadiennes ou québécoises d'entreprises étrangères qui, des fois, pratiquent plus en anglais, mais négocient leurs contrats. Là, pour l'instant, on dit les contrats sont négociés en anglais. On met une clause type à la fin qui dit « Nous consentons à ce que le contrat soit rédigé en anglais ». Mais il va falloir adapter un petit peu les pratiques. Mais comme vous allez voir, là, il n'y a pas de problème insurmontable, puis on a des solutions pratiques à vous suggérer. Donc, pour les entreprises qui font affaire avec l'administration, il y a le chapitre 4 sur la langue de l'administration. On entend parler dans les journaux de l'exigence que l'administration doit traiter en français avec les gens après 6 mois après qu'ils soient arrivés au Québec. Mais au-delà de ça, dans les relations entre l'administration puis les entreprises, il y a une modification à une disposition qui existait déjà. La modification va entrer en vigueur au 1er juin 2023. C'est à voir exactement l'impact pratique que ça va avoir, mais on a ajouté dans la Charte de la langue française que les contrats conclus avec l'administration devront être rédigés exclusivement en français. Donc, il n'y aura plus de version anglaise qui va être échangée pour ensuite être traduite peut-être à la fin. Donc, vraiment, le contrat va être rédigé exclusivement en français. Et puis, ça va s'appliquer aussi aux écrits qui sont transmis pour conclure le contrat. Donc, ça va être un ajustement, peut-être pas pour toutes les entreprises, mais comme je vous dis, je pense plus pour les entreprises les filiales québécoises des entreprises étrangères. J'ai une question ici de mon collègue à droite qui me demande si l'exigence va s'appliquer aux villes. C'est une excellente question parce que la notion d'administration est définie dans la loi, puis vous avez l'annexe 1 qui décrit ce que constitue l'administration. Et puis, ça inclut tous les organismes dont le gouvernement nomme le personnel, les membres, les administrateurs, et ça inclut les municipalités, les organismes scolaires, les organismes du réseau de la santé. Donc, c'est important de voir la définition de l'annexe A. Je sais qu'on a des représentants d'organisations gouvernementales ou paragouvernementales qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, c'est important de se référer à l'annexe 1. Il y a certaines exceptions pour l'assujettissement de la loi, entre autres un établissement d'enseignement lorsqu'il donne un enseignement. Donc, il y a des exceptions pour les langues de communication. Puis, il y a aussi une possibilité d'obtenir une reconnaissance pour être exempté si certaines exigences sont rencontrées. Donc, ça va être toutes des exceptions qu'il va falloir examiner. Puis, dans certains cas, si vous pensez que ça peut s'appliquer, bien, on pourra voir si c'est possible d'obtenir une exemption. Donc, les contrats conclus avec l'administration vont devoir être rédigés exclusivement en français. Il y a une possibilité d'utiliser une version dans une autre langue que le français, entre autres pour les contrats d'emprunt, pour les ententes en matière d'affaires autochtones, et puis aussi si l'administration contracte au Québec avec une entreprise étrangère. Donc, ça permet d'avoir les deux versions d'un même contrat. Et puis, le contrat peut être rédigé uniquement dans une autre langue, mais dans des cas quand même assez restreints, lorsque l'administration contracte à l'extérieur du Québec. Et puis aussi, dans certains cas qui vont être prévus par règlement. Et puis, un point à noter, c'est que si le document est rédigé en anglais, il va devoir y avoir une version française remise au personnel de l'administration. Donc, ce ne sera pas pour les fins de négociation, mais pour les fins d'application du contrat. Peut-être que ça n'implique pas, ça n'a pas d'impact sur la négociation comme telle, mais c'est de garder en tête que si jamais il y a un contrat en anglais, dans des cas quand même assez restreints, il va devoir quand même y avoir une traduction pour en faciliter l'administration. Ensuite, un élément important aussi dans les relations avec l'administration, c'est qu'au-delà des contrats comme tels, toutes les communications entre une entreprise et l'administration relatives à un permis, une subvention ou une autre autorisation ou aide financière devra se faire exclusivement en français.
Donc, ça, encore une fois, ça va être à voir pour je pense encore aux filiales de compagnies étrangères ou des entreprises qui pratiquent essentiellement en anglais. Et puis, il y a une possibilité, si cet article-là n'est pas respecté, que le ministre responsable de la langue française puisse suspendre ou révoquer le permis ou l'autorisation. Donc, c'est une exigence qui pourra avoir des impacts réels qui va être en vigueur le 1er juin 2023. Donc, ça, c'est, je crois, les principaux éléments si vous négociez un contrat avec l'administration. Maintenant, pour toutes les entreprises, donc il y avait déjà le chapitre 7 de la Charte de la langue française qui parle de la langue du commerce et des affaires. Donc, il y avait déjà, puis il y a une grande partie de ce chapitre-là qui a été couvert par mon collègue Pascal en lien avec l'affichage, les marques de commerce, etc. Mais il y a aussi des dispositions importantes dans ce chapitre-là qui parlent des contrats et puis des services qui sont offerts par les entreprises. Une des principales modifications qui sautent aux yeux quand on regarde le projet de loi, c'est le premier article du chapitre. Déjà, on avait l'exigence qu'une entreprise doive servir les consommateurs en français ou plutôt respecter le droit des consommateurs d'être servis en français. Donc ça, cette exigence-là demeure, mais on a ajouté un deuxième paragraphe qui dit que les entreprises aussi doivent servir les autres clients en français. Puis ce que je trouve étrange un petit peu dans le libellé de cette clause-là, c'est qu'on ne parle pas du droit de respecter le droit des autres clients d'être servis en français. On dit que les autres clients doivent être servis en français. Je pense que si on interprète la clause, évidemment, si on a un client même qui est représenté par un individu qui, lui, te demande de lui parler en anglais, puis que si tu es un fournisseur de services et que tu peux parler en anglais, je ne pense pas que ce soit illégal de répondre en anglais à un représentant d'une compagnie, mais il va quand même avoir une exigence parce que en raison d'un ajustement, en raison de cette exigence-là dans le contexte B2B. Mais là, est-ce qu'on a encore le droit de dire B2B? C'est assez commerce à commerce? Oui, commerce à commerce. OK, parfait. C'est vrai, hein? Donc, ça va être pour les services à offrir en français. Ensuite, une modification qui va avoir un impact pratique sur les négociations de contrats, c'est qu'on avait déjà l'exigence d'avoir des contrats d'adhésion ou des contrats dans lesquels figurent des clauses types imprimées. On avait la possibilité en fait, ça disait que ces documents-là étaient écrits en français, à moins que les parties consentent expressément à ce que le document soit écrit dans une autre langue. On va ajuster un petit peu cette clause-là. Donc, maintenant, pour ce qui est des contrats d'adhésion simplement, on va pouvoir avoir une version en anglais. En fait, avant que l'adhérent ne puisse consentir à signer la version en anglais, il devra d'abord avoir vu la version en français. Donc, il va falloir qu'il y ait l'information pour prendre une décision, pour savoir est-ce que j'aime mieux la version en anglais ou la version en français. Donc, en pratique, il va falloir qu'on... un peu comme les contrats de travail, puis on le voit beaucoup dans des pays en Europe ou dans des pays d'Asie où on a la version en français d'un document et la version en anglais d'un document. Quand on parle de contrat d'adhésion, normalement, c'est des contrats dont les modalités essentielles sont imposées par une des parties. Donc, il va falloir qu'on adopte un petit peu plus cette pratique-là. Il y a des exceptions maintenant pour l'obligation de rédiger des contrats d'adhésion en français. Donc, ça ne s'applique pas à des contrats de travail. Ça ne s'applique pas à certains contrats qui sont signés par l'administration. Et puis, ça ne s'applique pas pour les contrats utilisés dans des relations avec l'extérieur du Québec. Mais attention, il y a une autre clause qui a été ajoutée au 5e alinéa de l'article 55 et puis qui dit que, dans des contrats d'adhésion ou contrats où figurent des clauses types, auquel le premier alinéa ne s'applique pas. Donc, si vous n'êtes pas obligé de fournir d'abord la version en français,
vous pouvez effectivement signer la version en anglais, mais là, les parties devront y consentir expressément. Donc, c'est un petit peu différent comme approche. Il y a quand même une distinction pour des contrats dans lesquels figurent des clauses types, mais qui ne sont pas des contrats d'adhésion. Puis vraiment, on avait déjà en pratique l'habitude de mettre la clause type disant les parties ont consenti que le document soit rédigé en anglais. Mais bon, des fois, je pense qu'on le mettait pour être plus prudent, mais ça va être encore plus justifié maintenant de mettre cette clause-là. Et puis même avant de mettre cette clause-là, il va falloir se poser la question, est-ce que le contrat est un contrat d'adhésion ou pas? Puis même, il faudrait faire reconnaître que ce n'est pas ou c'est un contrat d'adhésion. Donc, il va y avoir quand même certains ajustements pour, entre autres, respecter l'obligation du premier alinéa de l'article 55 pour savoir si on avait l'obligation de fournir la version en français avant de demander le consentement du co-contractant. Donc, ça s'applique aussi pour les contrats de consommation parce qu'il y a aussi des modifications ou des ajustements à la loi sur la protection du consommateur, mais il y avait déjà des pratiques qui étaient ajustées. Les clauses de sanction des défauts des modalités dont je viens de parler sont quand même assez importantes parce qu'un contrat qui ne respecte pas les exigences dont je viens de parler va être frappé de nullité ou le co-contractant pourrait demander une réduction des obligations. Et puis, à ce titre-là, il ne sera pas nécessaire de prouver un préjudice. Donc, en pratique, ce n'est pas juste une obligation théorique, là. Ça va pouvoir avoir un impact important sur les obligations des parties et puis les recours en vertu d'un contrat. Les clauses qui sont rédigées dans une autre langue seront réputées incompréhensibles et c'est une présomption irréfragable, à moins que la partie adhérente ait explicitement demandé que le document soit rédigé dans cette autre langue. Donc, vraiment, là, c'est une des exigences à prendre au sérieux. L'exigence, bon, ça ne s'applique pas aux contrats qui sont utilisés dans des relations avec l'extérieur du Québec. Mais encore une fois, les parties doivent y consentir. Et puis, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander dans tous les cas que la loi régissant le contrat soit une loi autre que le Québec. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour se soustraire aux exigences de la loi. C'est d'ordre public. C'est d'ordre public, fait que ça va être difficile de... Je ne pense pas que il n'y a pas de solution magique là, pour les contrats d'adhésion, puis les contrats dans lesquels il figure des clauses types et il va falloir s'adapter, c'est certain. Un autre élément pratique auquel il va falloir s'adapter, en fait, qui est déjà en vigueur depuis le 1er juin 2022, c'est que la Charte mentionne maintenant explicitement que les factures reçues, quittances et autres documents de même nature soient rédigés en français. Puis, il est tout simplement interdit de transmettre un tel document dans une autre langue lorsque la version française n'est pas accessible au destinataire dans des conditions au moins aussi favorables. Donc, je suis certaine qu'on va voir apparaître des pratiques où on va transmettre, bon, si on transmet une facture de façon électronique, de cliquer sur un lien qui va mener vers la version en français du document. Donc, ça va être une pratique qui va s'installer, mais qui va demander quand même un ajustement. Puis, il faut noter que c'est déjà en vigueur, cette exigence-là. Fait que ça, il faut s'adapter quand même assez vite. Mais ça me soulève quand même des questions, entre autres pour ce qui est des détails de la facture. Si on a un client avec qui on transige essentiellement en anglais, dans lequel il y a beaucoup de détails, je pense à des factures d'avocats, est-ce qu'il va falloir fournir le détail des charges aussi en français? Ou bien si ce serait juste considéré comme un document complémentaire qui vient en support de la facture, ça va être des éléments pratiques. Le secret professionnel s'applique. Ben, tu vois, donc on vient de trouver une solution. Donc, ça fait le tour pour ce qui est des exigences de la nouvelle loi pour ce qui est des relations commerciales entre les entreprises et leurs clients.
Peut-être un autre petit point qu'on n'a pas abordé, puis je suis sûr que ça intéresse beaucoup les gens, c'est quelles sont les sanctions par rapport à tout ça. On a parlé de nullité puis tout ça, mais il y a des sanctions pénales monétaires prévues. Il y en a qui existent déjà, mais là, sont augmentées. Pour vous donner un exemple, pour un particulier, l'amende serait entre 700 et 7 000 pour une première infraction. Pour une entreprise, ça varie entre 3 000 et 30 000 pour une première entreprise. Et puis là, maintenant, ce qui est nouveau, on a rajouté une catégorie du milieu qui est à peu près de 1 400 à 14 000 pour un administrateur ou dirigeant d'une entreprise. Donc, une sanction personnelle quand même assez élevée, puis le tout double pour une deuxième infraction et puis triple pour une infraction subséquente. Donc, on voit qu'ici, une infraction subséquente pour une entreprise, ça peut aller jusqu'à 90 000 de pénalité. Donc, c'est un pensez-y bien. Il faut absolument que dans ce cas-ci, l'Office québécois de la langue française émette un constat d'infraction. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que l'Office va voir, par exemple, ses effectifs augmenter pour, par exemple, faire face à une demande qui serait de signifier des constats d'infraction. Donc, ça reste à voir. Comment va être appliquée la loi en réalité? Ça, c'est aussi un point d'interrogation. Ouais. L'administration a toujours une certaine discrétion, mais ce sont des amendes, comme Pascal le mentionne, qui sont quand même substantielles. Donc, on voit une volonté du législateur là, de s'assurer que les entreprises, les particuliers respectent les termes de la loi. Et puis, peut-être juste pour rassurer un peu les gens qui justement, sont probablement blancs de panique présentement, j'ai jamais vu l'Office québécois de la langue française émettre une infraction en partant. C'est toujours une lettre, voilà, un avis de défaut, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Et puis là, on négocie, on s'adapte, on trouve des solutions, sont normalement conciliants avec les délais parce que des fois, les produits sont fabriqués en Chine, puis ils viennent de partir, puis la prochaine ne part pas avant 6 mois, puis il faut tout changer. Ils ont quand même une approche. On veut amener les gens à se conformer, puis ils ne veulent pas trop être vus comme la fameuse language police. Mais encore, c'est de l'administratif, puis ce n'est pas ce que la loi prévoit. Alors, si vous le permettez, messieurs, maintenant, on va passer à la période de questions parce qu'on en a plusieurs. Et puis, Marc-André, j'espère que tu es en forme. Oui, certainement. Je n'en doutais pas. Donc, première question. Donc, j'aimerais savoir si vous croyez que les obligations de 41.3, donc l'obligation de communiquer avec les employés en français, s'appliquent aux affichages dans les entreprises dont les locaux ne sont pas ouverts au public. Ah. Par exemple, une entreprise CAC. Merci. Bien, en fait, l'intention du législateur, c'est vraiment de faire en sorte que le français soit la langue qui est utilisée au travail. Donc, si par exemple, vous avez des affichages qui sont contenus, je ne sais pas moi, dans la cuisine de l'entreprise ou dans des aires communes où il y a plusieurs employés de différentes entreprises qui y travaillent, moi, je suis d'avis qu'avec la rédaction de la loi, il y a des fortes chances qu'effectivement, on soit obligé de le rédiger en français, cette affichette-là. Donc, l'intention du législateur, c'est vraiment de passer à l'autre étape, donc de s'assurer que les communications soient faites en français. Puis, lorsqu'on parle d'affichage, là, on parle souvent de communications qui sont destinées à l'ensemble du personnel. Donc, de mon point de vue, là, il serait prudent de faire ces affichages, dis-je, en français. Puis aussi, si le local est utilisé par les clients de l'entreprise dans le cadre de la prestation d'un service, là, il y a peut-être aussi l'article 50.2 qui s'applique. Tout à fait, exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique. Puis, donc oui, c'est une mini-révolution, là, donc il faut vraiment s'assurer que ces communications-là, dites-vous communication à l'attention de l'ensemble du personnel, là, ça doit être en français. Le texte de la loi est clair à cet égard-là. Donc, j'ai une autre question. Est-ce que les modalités du projet de loi 96 incluent un employé physiquement basé en Ontario, mais qui exerce son travail au Québec? Bien, en fait, par exemple, vous avez la situation d'un employé qui vient au Québec peut-être 3 fois par semaine dans un local de l'employeur. Eh bien, c'est sûr que les obligations, lorsqu'il se trouve au Québec, vont s'appliquer à lui, okay, ou à elle. Ça, pour moi, c'est clair. Bon, il y a toujours des particularités. Là, la personne, là, je vois la question, bon, l'employé physiquement basé en Ontario, mais exerce son travail au Québec. Au téléphone, mettons. Au téléphone, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que si, ben oui, moi, je suis d'avis là, que la rédaction de la loi fait en sorte que
le Québec étant le point de rattachement, on va devoir se plier aux exigences de la Charte. Donc, voilà. Merci. Encore une question en droit du travail. Oui. Donc, un affichage d'emploi ou une communication interne peut-elle être accompagnée de l'anglais? Y a-t-il une prédominance du français et qu'en est-il d'un employeur au Québec à l'égard de ses employés hors Québec? Bon, il y a plusieurs variantes à cette question-là. Premièrement, bon, l'affichage d'emploi ou la communication interne, en fait, si elle est destinée à l'ensemble du personnel, elle doit être en français exclusivement. Un truc pratique, c'est que les employés qui vous demandent spécifiquement de vous adresser à eux en anglais, bien, ce serait approprié, si vous le souhaitez, là, d'envoyer, par exemple, une traduction ou d'envoyer une note qui explique le tout en anglais. Mais dites-vous une chose, si vous êtes soumis à l'obligation là, de généraliser l'utilisation du français dans l'entreprise, bien, c'est un élément sur lequel l'Office va revenir. Donc, ils vont vous le pointer. Donc, essentiellement, vous devez, là, à la base, faire le tout en français exclusivement. Mais il n'y a rien qui vous empêche là, de particulariser au cas par cas pour les employés qui vous ont demandé des communications en anglais. J'ai une autre question concernant les marques de commerce. Donc, Pascal, tu es prêt? Oui. D'accord. Qu'en est-il de CIBC qui représente Canadian Imperial Bank of Commerce ou RBC, Royal Bank of Canada, etc.? Est-ce que c'est un acronyme étant donné que c'est un acronyme connu de mots en anglais, est-ce que c'est acceptable? Bien, c'est pour l'instant, ce que j'avais émis comme théorie tout à l'heure n'en est qu'une. Je pense que ce n'est pas un mot dans une langue autre que le français. Ce ne sont pas des expressions consacrées. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une marque dans une langue autre que le français. Puis l'exemple contraire que j'avais donné, c'était comme ASAP, qui est un acronyme pour une phrase, et puis même qu'on l'utilise ASAP, c'est quasiment devenu un mot. Fait que ça serait probablement beaucoup plus difficile à justifier, mais CIBC, RBC, IBM, personnellement, j'y vois pas de problème. Donc, en matière de marque de commerce, c'est acceptable. Selon moi, mais évidemment, on attend des décisions peut-être d'ici 10 ans qui vont peut-être trancher la question. Quand on enregistre une entreprise puis qu'on veut réserver le nom, il nous demande la signification d'un acronyme pour savoir si c'est un acronyme d'un mot en anglais, de mots en anglais ou en français. Oui, je suppose, mais quand même, la question, c'est la perception que le public a. Je veux dire, la plupart des gens voient RBC, puis ils vont peut-être pas nécessairement voir la phrase au complet derrière. En tout cas, c'est sûr que ça suscite des questions, mais moi, j'aurais tendance à croire que c'est pas dans une langue autre que le français. Peut-être la notion de notoriété aussi qui rentre en cause. Oui, parce que la marque, l'acronyme lui-même est probablement plus connu que la longue phrase. C'est comme Brouillette Charpentier-Fournier, ça, c'était notre bureau, puis il n'y a plus personne qui dit ça. Ça fait 20 ans presque que c'est plus le nom du cabinet, en tout cas. Donc, c'est une question qui mériterait un avis juridique. Oui, à nos taux horaires usuels. Autre question. Donc, si nous vendons des produits à des clients américains, le branding sur nos produits doit-il être en français s'ils sont fabriqués au Québec? Oh, bonne question. J'ai la réponse tout près. Je ne la connais pas par cœur. Je vais aller voir dans le règlement. Pendant ce temps-là, je vais parler lentement pour... Donc, sur un produit, peuvent être rédigés uniquement dans une langue autre que le français. Les inscriptions suivantes. Je sais qu'il y a des exceptions pour des produits qui ne transitent que par le Québec. Oui, et voilà. Mais ça, c'est présentement. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas. Une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une langue autre que le français. Dans les cas suivants, le produit est destiné à un marché extérieur au Québec. Okay. Donc, présentement, c'est clair. Donc, ça, c'est dans le règlement. C'est dans le règlement, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt du gouvernement d'imposer ça. En tout cas, c'est une opinion personnelle encore. Merci. Donc, on a une autre question. Donc, sachant que environ 25 de nos employés sont hors Québec, États-Unis et Canada, comment devons-nous adapter les communications qui s'adressent à l'ensemble des employés, comme les réunions visant l'ensemble du personnel, les annonces écrites, comme les courriels, le clavardage de groupe, etc. Même chose pour les communications et réunions d'équipe, sachant que chacune de nos équipes
inclut au moins un employé hors Québec non francophone. Effectivement, ça va être des questions pratiques qui vont être difficiles à solutionner. Il y a des zones grises, effectivement. Il y a encore plusieurs facettes dans cette question-là, mais d'abord, bon, je pense que pour les convocations à ces réunions-là, on va devoir là, cibler les employés qui sont présentement au Québec versus les employés qui sont à l'extérieur du Québec. Ça, je crois que l'entreprise peut être dans une certaine mesure dans la faculté là, de faire cette distinction-là. Pour la présence aux réunions d'équipe qui incluent des locuteurs qui ne sont pas francophones, je ne crois pas que la loi va aller jusqu'à... En fait, la loi ne va pas jusqu'à imposer d'avoir des discussions en équipe en français exclusivement. Donc, dans ces réunions-là, je ne vois pas comment la loi ici vient modifier la pratique qui va être généralement d'avoir ces réunions-là en anglais. Donc, la loi ne va pas jusqu'à imposer les communications verbales dans ces situations-là en français exclusivement. Donc, on va voir effectivement, il va y avoir des situations qui vont se présenter. Je ne vois pas avec le texte actuellement là, d'obligation de tenir ces réunions-là exclusivement en français. Mais pour les convocations, ici, la loi me semble assez claire. On va devoir convoquer en français pour les employés qui sont situés au Québec. Okay. Effectivement, ça va être certains ajustements. Certains ajustements, effectivement. Mais là, la pratique va peut-être rejoindre la théorie, n'est-ce pas? Exactement. Et il reste à voir aussi comment l'Office va appliquer ces dispositions-là à une situation comme celle qui nous a été soumise par notre auditrice. Donc, alors à suivre, mais je pense qu'il faut quand même être prudent. Là. La loi nous ajoute certaines obligations, donc il vaut mieux s'y conformer, vu les amendes, effectivement, qui peuvent être assez salées. Mais voilà, voici ce que j'en pense actuellement avec le texte qu'on a sous les yeux. Parfait, merci. Donc, on a une autre question. Bonjour. Des documents doivent souvent être fournis en lien avec un permis. Par exemple, pour un permis d'occupation, le bail doit être fourni. Si les parties locataires ont convenu de signer le bail en anglais, est-ce que la Ville devra accepter ce document en anglais? Bon, donc c'est un contrat avec une administration. Si c'est une administration, à moins qu'elle soit exemptée en vertu de la loi, donc je présume que non. Les documents doivent être soumis en français. Donc, moi, mon interprétation, ce serait que le bail devrait être soumis en français. Mais c'est une excellente question. Laissez-moi y réfléchir. Puis, si vous avez vos coordonnées, je pourrais vous revenir avec une réponse plus détaillée, là. Donc, une autre question pour moi. Donc, dans l'éventualité où les termes et conditions sont disponibles en ligne et qu'un client québécois navigue sur la version anglaise du site en ligne, donc prend connaissance du contrat en anglais, est-ce que l'entreprise contrevient à son obligation de devoir proposer le contrat en français en premier? Bon, les termes et conditions sont disponibles en ligne, mais là, je prends pour acquis qu'elles sont disponibles en français à des conditions au moins aussi favorables. C'est-à-dire qu'il y a un petit icône FREN en haut. Exactement. Il ne faut pas que ce soit compliqué, là. C'est un petit peu comme quand on décide de se soustraire d'une liste de communication. Il faut que ce soit facile. Il y a quand même il ne faut pas que ce soit... faut pas que ce soit plus compliqué d'obtenir la version française puis qu'on voit qu'il y a comme une barrière à la version en française. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'à ce moment-là, le document en français a été mis à la disposition avant que l'adhérent ou en même temps consente à signer la version en anglais. Mais moi, je mettrais dans la clause de choix pour ce qui est de la langue, je mettrais, je crois, le lien dans cette clause-là. Un petit aspect pratique qu'on pourrait intégrer dans nos recommandations. C'est qu'on dirait « Je reconnais que la version française est disponible au lien suivant et malgré tout, je décide de signer la version anglaise. » Je pense qu'à ce moment-là, on serait tout à fait couvert. Peut-être pour revenir quand même à la question dans son contexte global, la plupart des sociétés ont de la géolocalisation. Fait que quand tu accèdes à un site web, normalement, si tu es au Québec, tu vas tomber sur la version française en premier. Donc,
si c'est ça, je pense qu'après ça, il n'y a aucun problème. Mais si effectivement on tombe automatiquement sur la version anglaise, la question se pose peut-être un peu plus. Oui. C'est une bonne question. Oui, puis c'est un beau petit ajustement pratique à mettre en place Absolument. pour ceux qui utilisent des contrats en ligne. Donc, on a une autre question. Serait-il possible de parler davantage de la mécanique derrière l'application du projet de loi aux entreprises de compétences fédérales, comme les banques ou ceux en télécommunications? Pourquoi une loi provinciale pourrait se voir appliquée envers une entreprise de compétences fédérales sans être considérée comme de l'empiètement? Alors, qui veut répondre à cette question de droit constitutionnel? C'est une excellente question de notre auditeur. Et oui, ça va être un sujet de litige, il n'y a nul n'en doute. Là. Donc, effectivement, est-ce que le litige qui sera se poser, c'est est-ce que l'Assemblée nationale du Québec peut assujettir des entreprises qui sont régies par le Parlement du Canada, en fait, dans leur organisation, en matière de compétences? Là, est-ce que l'Assemblée nationale peut imposer des obligations à ces organisations-là? Le débat reste entier. On sait, par exemple, qu'en matière de protection du consommateur, là, les tribunaux ont reconnu que le Québec, par exemple, avait la faculté d'assujettir des entreprises de compétences fédérales aux obligations à ces obligations-là. Donc, la question demeure entière. C'est sûr que ça va créer un litige. On le sait, par contre, que l'intention du législateur, donc ce qui a été exprimé là, par le gouvernement de M. Legault, c'est que les entreprises de compétences fédérales se conforment. On le sait que le Parlement fédéral, de son côté, a déposé un projet de loi qui vise à faire une réforme également en matière linguistique. Certains éléments de la Charte de la langue française vont s'appliquer aux entreprises de compétences fédérales si le projet de loi déposé tel quel est adopté. Mais par la loi fédérale. Mais par la loi fédérale, exactement. Donc là, ça va créer du litige, ça, nul n'en doute. La question est intéressante. Voyez-vous, les deux points de vue vont s'affronter. Puis la Cour supérieure aura tranché, puis ça va certainement monter, Cour d'appel, Cour suprême. Là, ça, personne n'en doute. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'exception par rapport aux entreprises de juridiction fédérale. Exactement. Donc, il y a une interprétation, il y a un article dans la loi, si je me souviens bien, c'est 89.1 de la Charte, qui prévoit que, effectivement, la loi ne doit pas être interprétée comme permettant à une entreprise de compétences fédérales de se soustraire aux obligations de la Charte de la langue française. Maintenant, bon, c'est cette disposition-là qui va être contestée devant les tribunaux. Comme je vous le dis, nul n'en doute. Je peux soulever une autre question constitutionnelle. La loi sur les marques de commerce, c'est une loi fédérale. Et puis, une marque dûment enregistrée confère à son titulaire le droit positif d'employer sa marque en liaison avec les produits et services visés par l'enregistrement d'un océan à l'autre. Donc, est-ce qu'ensuite le gouvernement provincial peut venir restreindre un peu l'application de ce droit-là conféré par l'article 19 de la loi sur les marques de commerce? C'est une question que je me pose très sérieusement. Qui t'empêche de dormir la nuit? Non, pas celle-là. Ah non? OK. Donc, autre question. Offre d'emploi. Par exemple, sur Indeed, est-ce que ça doit être exclusivement en français? Donc, la société serait en défaut si l'offre d'emploi demeure rédigée dans les deux langues. Si c'est le cas, à partir de quand? Alors, le texte de la loi présentement, de mon point de vue, lorsqu'on lit le texte, ne permet pas à ce que l'offre d'emploi soit publiée dans les deux langues. Il doit être exclusivement en français. Elle doit être exclusivement en français. Et cette obligation-là est entrée en vigueur le 1er juin dernier. Donc, il faut veiller à s'y conformer le plus rapidement possible. J'aurais une question complémentaire. Oui. Est-ce qu'il est possible de fournir une traduction non officielle en cliquant sur un lien pour aller voir une description maison? C'est une excellente question. Ça va être sujet à interprétation. Selon le texte actuel, de mon point de vue, non, ça ne sera pas possible. Mais est-ce qu'il y aura aussi une zone de tolérance qui va être appliquée? On ne le sait pas. Mais le texte de la loi prévoit explicitement que les offres d'emploi, de promotion et de mutation doivent être en français. Vous avez parlé des affichages accompagnant les marques de commerce. Qu'en est-il des descriptions de produits ou de services ou des textes accompagnateurs? Est-ce qu'il est toujours possible de ne pas traduire ces descriptions ou les documents accompagnateurs si le produit ou le service est très peu commercialisé au Québec et n'est à l'origine pas destiné au Québec? Bonne question. Il y a encore une exception pour... En fait, il y a quelques exceptions. Puis ça, c'est vraiment maintenant. Là, pour l'instant, comme je disais, le règlement, ça, c'est prévu dans le règlement, les modifications au règlement. On ne sait pas c'est quoi. Il y a
des exceptions, comme par exemple le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque ou d'une foire. Donc, on peut amener des samples, comme on dit, il n'y a pas de problème. On a aussi une exception pour un produit qui vient de l'extérieur du Québec, qui est destiné à être incorporé dans un produit, donc une pièce. Ça exclut. Le produit provient de l'extérieur du Québec. Son utilisation est peu répandue au Québec et il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec. Et puis, tout ce que j'ai parlé tantôt, c'est gravé ou incrusté dans le produit. Et de mémoire, il y a des exceptions pour des produits culturels, des livres. Non, pas de mémoire, ça, je le sais. Et puis, sur un produit... je sais, par contre, aussi, il ne faut pas oublier la loi fédérale sur l'emballage des produits de consommation qui exige aussi la présence du français et de l'anglais pour le nom générique du produit, certaines descriptions de base. Dans la loi fédérale, il y a une exception pour des produits très régionaux. Admettons que j'ai une petite ferme puis je vends des fraises là, sur le bord de la route. Je peux peut-être avoir une exception, mais de façon générale, la réponse à la question, c'est non. Donc, on voit ça souvent dans des épiceries, je donne un exemple, des épiceries ethniques, entre guillemets, là, comme haïtiennes ou peut-être haïtiennes, c'est français, mais je ne sais pas, arabes. Donc, les produits ou italiennes, il y a des pâtes italiennes qui viennent d'Italie avec une étiquette 100% italien, c'est techniquement illégal, mais ce qu'on voit souvent, les gens faire des autocollants blancs, là, un peu cheapettes, là, mais ça va en partie régler le problème, mais quand même, l'italien demeure bien souvent plus prédominant que le français. C'est problématique, mais là, on tombe dans la zone de tolérance. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur là, de ça. Là. Donc, en matière d'emballage, le règlement va être vraiment important et il va y avoir beaucoup d'exceptions. Hein. OK. Donc, ça va être... On espère qu'il y ait beaucoup d'exceptions, parce que sinon, ça va mal aller. Parfait. On a une autre question. Donc, comment respecter le principe du consentement éclairé si le commerçant exerce son droit de communiquer uniquement en français? Même question pour les actes d'hypothèque qui devront être publiés en français. Donc, le consentement éclairé. Donc, ici, on le voit du côté du commerçant. Donc, c'est un petit peu différent la loi dit que le commerçant doit respecter le droit du client d'être servi en français. Maintenant, est-ce que le commerçant a le droit, lui, de ne servir un client qu'en français? C'est ma compréhension. Je ne vois rien qui empêche ça. Là. En fait, le but de la loi, c'est de... Donc, je pense que quelqu'un ne pourrait pas reprocher à un commerçant de servir un client en français. Là. Si tu vois ça autrement. Là. Non. Bon, puis ensuite, le deuxième volet de la question, c'est pour les actes d'hypothèque qui devront être publiés en français. Effectivement, là, on a un lien sur notre site Web qui parle spécifiquement des obligations de la nouvelle loi sur les contrats d'emprunt puis les contrats liés à l'immobilier. Donc, à ce moment-là, même question. Donc, oui, il faut qu'il soit publié en français, là, mais je vous invite à consulter le lien sur notre site Web pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Une autre question. Donc, pour ce qui est des communications internes d'une entreprise à l'échelle internationale, est-ce toujours possible d'envoyer des communications en français et en anglais aux employés situés au Québec? Donc, on y a répondu en partie tout à l'heure, là, donc simplement pour résumer là, de nouveau. Effectivement, pour les employés qui vont être au Québec, je pense qu'un truc pratique qui va être bien important, ça va être de particulariser ces communications-là pour les employés qui sont situés au Québec. Donc, on va pouvoir leur envoyer en français. Et si vous avez des personnes qui vous demandent spécifiquement de leur parler en anglais, à l'écrit, là, et que vous y consentiez, moi, je n'ai pas de problème à ce que vous leur envoyiez une traduction par la suite. Là. Mais lorsque c'est destiné à l'ensemble du personnel, vous devez le faire en français, puis vous irez particulariser avec les personnes qui vous demandent des éléments particuliers. En fait, ce qu'on voit de l'intention du législateur, c'est qu'on veut éviter l'envoi systématique à tous les employés. On veut éviter l'envoi de communication bilingue. C'est ça l'intention derrière le texte qui a été déposé. Donc, d'aller particulariser aux employés qui vous ont fait la demande précisément, moi, je ne vois pas de problème, je ne vois pas de contravention à la loi là, avec le texte qu'on a sous les yeux.
D'accord. Donc, on a une question. Bonjour. Quel sera l'effet sur une entreprise située en Ontario qui offre des services électroniques au Québec, par exemple des logiciels qui fournissent un service? Le site doit-il être disponible en français? Donc, pour moi, la réponse est oui. Je ne sais pas si tu vois des nuances à cette... Oui, en fait, le logiciel, pas nécessairement. Il y a une exception pour les logiciels. Ils doivent être offerts en français s'ils existent en français, mais évidemment, il y a des logiciels tellement spécialisés que des fois, il y a une compagnie au Québec comme on était les premiers qui avaient au Québec le logiciel de gestion de notre temps. Là, donc, mais ils l'ont traduit pour nous, mais ça, c'est une exception. Mais de façon générale, il y a une exception pour ça. Mais le site, écoutez, de façon générale, l'Office de la langue française prend la position que si on sollicite des gens au Québec, nos communications, notre site Web doit être en français. Par contre, dans l'application de ça, ils ne sont jamais allés aussi loin que de l'exiger et d'imposer des amendes à une société hors Québec pour un site Web qui n'était pas en français. Mais cela dit, il y a aussi la loi, puis il y a aussi le volet marketing, relations publiques. Là, mais ça, je vous laisse ça à vous de décider comment vous voulez gérer, si ça s'applique à vous, là, vos relations avec une partie de la population québécoise qui pourrait, un, ne pas lire votre site, puis deux, ou pas être en accord avec le fait qu'on ne les sollicite pas en français. Puis là, si le fournisseur de services offre le logiciel qui est disponible aux employés d'une entreprise, bien là, il n'y a pas juste la question des obligations de l'entreprise étrangère, il y a aussi la question des obligations de l'employeur de mettre à la disposition des employés un logiciel en français ou un service en français. Tout à fait, effectivement. C'est une obligation qui existe. Et puis, on retrouve aussi cette obligation-là en matière de manuel, par exemple. Donc, les employés, lorsque c'est une communication qui est destinée à l'ensemble du personnel, ça devrait être en français. Ça indique des marches à suivre, des normes que les employés vont devoir suivre dans l'exécution de leur travail, par exemple. Donc, ça devrait être en français. Donc, encore une fois, il y a plusieurs volets à une même question. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez parler davantage de la justification des 3 conditions pour les postes exigeant la maîtrise d'une autre langue? Ça va être le premier volet, puis je vais te poser le deuxième volet après. Alors, c'est une excellente question. Donc, effectivement, le fardeau de ces 3 justifications-là appartiennent à l'employeur. Donc, l'employeur qui souhaite avoir un poste où on exige la connaissance d'une autre langue que le français doit respecter les 3 conditions que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Ça nécessite vraiment une évaluation des besoins linguistiques, comme je vous le mentionnais. Il faut voir si les connaissances linguistiques des collègues de travail sont présentement insuffisantes, puis il faut limiter au minimum le nombre de postes auxquels se rattachent les tâches qui nécessitent une autre langue que le français. Donc, l'employeur doit faire cet exercice-là je vous dirais, de vérification diligente dans son entreprise. Et je vois venir le second volet de la question, puis ça va me permettre d'y répondre. Donc, comment documenter cette justification-là? Bon, évidemment, c'est une excellente question. C'est sûr que vous allez devoir faire la preuve. Donc, étant donné que le fardeau repose sur vos épaules, ça va être important de documenter votre dossier. Donc, si vous avez, par exemple, des évaluations quantitatives, vous dites, moi, j'ai tant de postes présentement dans mon entreprise qui nécessitent une connaissance d'une langue autre que le français, mais ce n'est pas suffisant selon mes besoins. Vous allez devoir le documenter. Vous allez devoir donner des chiffres. Vous allez devoir donner des noms, par exemple. Donc, ça va être vraiment de vous constituer un dossier. Ça va être une appréciation au cas par cas. Évidemment, l'employeur va devoir démontrer qu'il a fait ces efforts-là. On va voir comment les tribunaux vont appliquer cette disposition-là, mais il faut faire l'exercice, il faut le documenter. Est-ce que ça prend des diagnostics organisationnels? Je ne crois pas, mais il va falloir quand même démontrer que vous êtes penché sur chacun des postes. Une stratégie pratique, là, ce serait pour vous conformer aux obligations. Là, faites la revue dans votre entreprise des postes que vous avez. Faites la revue par exemple, du pourcentage de temps où vos employés, par exemple, parlent dans une autre langue que le français. Regardez les clients avec lesquels ils font affaire. Faites cet exercice-là. Si vous vous y prenez plus tôt, ça va être plus facile de faire l'exercice de vérification diligente si vous créez un autre poste, par exemple. Donc ça, faites l'exercice dès maintenant, documentez, allez poser des questions à vos employés présentement. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire l'exercice de justification le temps venu si jamais vous devez faire face à une plainte.
Puis, si les critères sont rencontrés, est-ce qu'il est possible de publier le poste de façon bilingue ou même ça ne permet pas? Présentement, lorsqu'on parle d'offre d'emploi, ça doit être strictement fait en français, selon le texte qu'on a sous les yeux. Donc, à ce moment-là, il y a une incongruité. Ça, je l'admets, il y a quand même une incongruité. Mais toujours est-il que dans la description, là, vous allez être en mesure de dire, là, j'exige la connaissance, par exemple, de l'anglais. Peut-être qu'il serait approprié dans l'offre d'emploi de dire, on fait cette exigence-là parce qu'on a des clients à l'extérieur du Québec. Ça peut être une façon de le mentionner. Puis, voilà. Merci. Donc, dans une situation commerce à commerce, tu vois, on vient de partir une nouvelle mode. Est-ce qu'il serait préférable d'ajouter la langue d'usage dominante dans un contexte de mandat long terme? Par exemple, une lettre d'engagement de service entre deux entreprises. Est-ce que cela peut permettre d'atténuer la loi sur les échanges entre les entreprises ultérieurement? Donc, on est dans une situation commerce à commerce. Je prends pour acquis que les parties ont consenti à avoir le contrat écrit dans une langue autre que l'anglais. Donc, à ce moment-là, la loi prévoit que quand il est permis d'avoir le contrat dans une langue autre que l'anglais, les communications aussi peuvent être dans une langue autre par la suite. Je pense qu'il n'y a pas de restriction pour les communications. C'est pas. Non, tu as raison, sauf pour l'administration. Puis une lettre d'engagement, ce n'est pas encore un contrat. Est-ce que c'est un pré-contrat. Je pense que ça rentrerait dans la notion de pré-contrat. Mais on pourrait peut-être en débattre. Exact. Donc, ça va être des questions à vérifier dans l'application puis dans la pratique. Donc, pour un produit qui a un nom en anglais, est-ce que l'entreprise québécoise doit avoir un nom en français si le produit est commercialisé au Québec? C'est justement l'exception qui vient d'être modifiée dont j'ai parlé. Donc, si effectivement la marque n'est pas enregistrée, on devra, selon le libellé présent, puis si on ne tombe pas dans une des exceptions prévues, à prévoir que la marque soit en français. Donc, ça serait vrai aussi pour une société canadienne qui vend des produits d'un océan à l'autre, qui n'a pas enregistré sa marque, et si sa marque est en anglais, devra, selon ma compréhension, la traduire. Et puis, c'est un exemple qui semble peut-être aberrant pour certaines personnes, mais d'un autre côté, il y a des entreprises quand même qui le font déjà, ça, depuis longtemps, même si ce n'est pas obligatoire. Et je pense, par exemple, à Poulet Frit Kentucky, qui n'est pas obligé, qui pourrait s'appeler Kentucky Fried Chicken, mais pour des raisons plus marketing, a choisi de Bureau en gros, c'est un autre parce que c'est Pharmaprix. En tout cas, il y en a des exemples. Donc, c'est pas si... c'est possible. C'est ça, hein? D'accord. Donc, il y a la loi, mais il y a aussi les exigences du commerce sur les bonnes pratiques. Regardez, les questions rentrent. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais je vous invite... à revenir demain en anglais. À revenir demain au webinaire en anglais ou sinon à contacter les membres de notre équipe qui vont se faire vraiment un plaisir de répondre à vos questions puis de s'assurer qu'on réussisse à dormir la nuit, n'est-ce pas? C'est important. C'est important. Donc, nos experts, dans toutes les expertises confondues, vous avez rencontré nos experts en litige, en droit du travail, en marque de commerce et en droit commercial, mais on est toute une équipe d'avocats chez BCF, puis on va se faire un plaisir de vous aider à naviguer à travers cette nouvelle loi. Vous trouverez nos coordonnées dans le courriel de remerciement que vous allez recevoir sous peu, en plus de contenus supplémentaires et complémentaires fort pertinents sur l'impact de la loi 96. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée puis merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.